Pour que ton business explose, tu as besoin de 3 choses. Ces 3 choses, elles demandent aucune compétence. T'as beau être nul en marketing, t'as beau être nul en vente, t'as beau être nul en business, t'as beau ne rien y comprendre. Si tu as ces 3 choses, tu vas exploser, ton business juste va cartonner. Et je l'ai vu à plusieurs reprises, elle demande aucune compétence et c'est ça qui est hyper contre-intuitif. Dans cette vidéo, du coup, on va voir ces 3 choses qui font exploser le business de totales inconnus et de total incompétents. Oui, je le dis, ça peut faire exploser le business de gens incompétents. Et je sais que c'est super frustrant parce que avant que je comprenne ces 3 choses, j'étais énervé. Et je t'arrête, c'est toujours moi, mais là, tu vois, je suis à un autre endroit et je voulais juste te dire que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors si ce n'est pas le cas, abonne-toi sur cette chaîne et mets un like puisque je te dis que tu vas aimer cette vidéo. En tout cas, je l'espère. Mets un like et abonne-toi, très important pour le référencement et que tu reçoives les prochaines vidéos. Allez, je te laisse continuer. J'étais énervé, pourquoi ? Parce que je voyais des gens qui partaient et qui n'avaient rien et qui étaient moins compétents que moi, qui étaient moins bons que moi dans certains domaines et qui arrivaient 10 fois, 20 fois, 100 fois plus que moi. Alors, à un moment donné, j'ai commencé à creuser, je me suis dit, ok, pourquoi ces gens réussissent ? Ces 3 choses-là, si tu veux les connaître, on va en parler du coup dans cette vidéo. Et les 3 choses que je vais te présenter, ces 3 choses ont besoin d'être réalisées en même temps. C'est-à-dire que si tu as une des 3 choses qui n'est pas validée, eh bien ça ne va pas fonctionner. Que tu sois compétent, super compétent et brillant, et que tu sois un extraordinaire entrepreneur, ou que tu sois un total débutant. Donc ne quitte pas cette vidéo avant de l'avoir terminée, puisque ces 3 choses sont aussi importants les uns que les autres. Allez, c'est parti pour la première chose. La première des clés, très importante, mais pas plus que la deuxième et que la troisième, c'est d'être sur un marché porteur. Être sur un marché porteur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'être sur un marché qui est en croissance et qui va continuer à croître dans le futur. Si on revient en 1950, un marché porteur, c'était le papier et les journaux, le développement de journaux, la presse, etc. Ce marché, dans les années 2000, avec l'arrivée d'Internet, 2010, 2015, 2020 et puis aujourd'hui 2023, eh bien, ce marché est en déclin. Et beaucoup d'entreprises ont fait faillite ou ont vu leur chiffre d'affaires diminuer malgré toutes les stratégies qu'elles mettent en place et qu'elles ont mises en place pour essayer de maintenir leur business à flot et de continuer leur croissance. Puisque entre 1950 et 2000, pendant 50 ans, ce business n'a cessé de croître. Et évidemment, ça doit faire tout drôle quand on met en place des nouvelles stratégies et qu'on voit qu'on n'arrive pas à atteindre un chiffre d'affaires qui était une norme pour nous et auquel on était vraiment habitué, sans pousser, sans forcer, à réaliser chaque année en fait. Un marché porteur, c'est un marché qui est en croissance. C'est-à-dire que quand on est acteur de ce marché, eh bien, ce qu'il se passe, c'est que si le marché est en croissance de 10%, eh bien, même si on ne développe pas l'entreprise, eh bien, vu que le marché croît, le chiffre d'affaires de l'entreprise va évoluer, même si on ne travaille pas pour ça. Et ça peut être expliqué de façon très simple. Aujourd'hui, si dans le marché, il y a 1000 clients adressables et qu'il y a 4 entreprises qui se partagent ces 1000 clients, eh bien, si chacune des entreprises a 25% des parts de marché, eh bien, chacune des entreprises a 250 clients. Si demain le marché croît de 100%, donc c'est-à-dire qu'il double et qu'il passe à 2000 personnes, eh bien chacune des entreprises va pouvoir avoir plus de clients. Et donc si on garde le même pourcentage, donc 25% de clients chacun, eh bien chaque entreprise a 25% de clients et donc 25% de 2000, c'est 500 clients. Et donc forcément, les entreprises ont doublé leur chiffre d'affaires parce que le marché a fait une croissance de 100%. Il y a énormément d'entreprises qui essayent de se dépatauger dans un marché qui est en décroissance ou qui n'ont pas pris le virage technologique lié à leur marché. On peut penser notamment à Kodak, l'inventeur de l'appareil photo numérique, qui ne se sont pas adaptés aux changements technologiques dans leur domaine. Donc le conseil pour toi, c'est de choisir le bon marché, un marché porteur, un marché d'avenir, et dans ce marché, choisir une niche, choisir une sous-niche qui est également en croissance, où il y a un vrai problème à résoudre, qui est encore mal résolu, et dans lequel des personnes recherchent absolument une solution à leur problème. Et recherchent, quand je dis absolument, ça veut dire recherchent désespérément cette solution-là. Je ferai une vidéo plus tard qui sera affichée ici. Si elle est affichée là, tant mieux. Ça veut dire que je l'ai déjà faite.
dans laquelle je vais t'expliquer exactement comment choisir le bon marché, comment être sûr que tu es dans la bonne niche, dans un marché porteur, quels sont les signes à regarder et comment te positionner en tant qu'acteur dans ce marché pour être sûr de voir ton entreprise croître. La deuxième chose qui est importante pour la croissance de ton entreprise et pour sa pérennité, et encore une fois, la troisième chose n'est pas moins importante, elle est tout aussi importante, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir la troisième chose. Donc la deuxième chose qui est importante, c'est le fait d'avoir un produit que les gens veulent. Et je l'ai un peu abordé à la fin du premier point important. Donc un produit que les gens veulent, quand je dis un produit que les gens veulent, c'est en réalité, c'est un produit, c'est une solution qui résout un problème que les gens s'arrachent, que les gens limite, ils pourraient se battre pour avoir accès à cette solution. Si les gens ne sont pas prêts à se battre pour avoir accès à ta solution, on n'est pas vraiment sur un produit que les gens veulent ou que les gens s'arrachent. Si je dois te donner une comparaison, là je suis en train de penser aux émeutes qu'il y a lors de pénuries de Coca-Cola ou de télévision, ou quand il y a des soldes, ou quand il y a un nouveau produit qui sort, comme par exemple un nouveau téléphone Apple, et qui a les early adopters, de toutes les nouvelles personnes qui veulent avoir accès à cette technologie en avant-première, qui font 24 heures de queue pour avoir accès à ce produit. C'est pareil quand la Xbox ou la PlayStation 3 ou 4, je ne sais plus combien, sort et que les gens se battent pour l'avoir en avant-première, et bien là on est sur un produit que les gens veulent, une solution vraiment très importante dans leur vie. Et ce n'est pas forcément une solution qui résout un problème dans le sens où j'ai un bobo, je veux le réparer. Non, ça peut être une solution qui va amener un statut, comme par exemple un iPhone. Ça peut être une solution qui va amener un sentiment d'importance. Ça peut être une solution qui va amener un sentiment de je ne sais quoi. Et c'est ça qui est un peu contre-intuitif, c'est que c'est pas forcément un problème qui est douloureux physiquement. C'est un problème que toi, peut-être que tu perçois comme pas douloureux, mais ça peut être un vrai pain point dans leur vie. Si une personne ne se sent pas reconnue, par exemple, elle peut avoir un besoin énorme d'acheter des choses qui vont lui amener un statut, peut-être une reconnaissance. Et donc avec ton produit, évidemment, tu lui enlèves cette douleur par l'apport d'une solution qui va lui amener justement ce qu'elle recherche. Donc premièrement, tu as un marché qui est en croissance et tu as des gens qui veulent ce que tu as à offrir. Et il y a un terme marketing qui décrit ça. Quand les gens s'arrachent ton produit, eh bien, on dit que ton produit a trouvé le fit par rapport à ta cible. Donc on dit que tu as trouvé le product market fit. Tu as trouvé exactement l'alignement entre ce que veulent les personnes que tu cibles et ce que toi tu proposes en tant que solution pour résoudre leurs problèmes. Si tu trouves le product market fit, eh bien tu n'auras plus jamais de problème d'argent dans ton entreprise parce que les gens vont s'arracher ton produit et tu n'auras presque rien à faire pour faire des ventes. Et pour accompagner des entreprises et des entrepreneurs tous les jours, je vois bien à quel point trouver le product market fit, c'est le jour et la nuit et ça fait toute la différence dans la facilité à vendre, à faire des ventes, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on n'a pas le product market fit, on a l'impression que tout est compliqué. On a l'impression de patauger. On a l'impression qu'il faut forcer pour faire des ventes. On a l'impression de devoir toujours pousser et toujours fournir plein d'énergie pour déclencher des ventes. Donc, quand on a cette impression, eh bien, c'est qu'on n'a pas exactement le product market fit ou il y a quelque chose qui cloche. Parce que quand on a le product market fit, d'un coup, tout devient fluide. On ne comprend pas pourquoi, mais tout paraît plus simple. Le business croît de manière beaucoup plus smooth, avec beaucoup moins de friction. Et c'est vraiment fascinant à quel point ça fait une différence entre deux entreprises, même concurrentes, qui ne proposent pas exactement le même produit, mais qui proposent peut-être des solutions alternatives. Si le marché ne veut pas ce que tu as à offrir, même si c'est ce dont ils ont besoin, eh bien ton entreprise ne va pas prospérer autant que celle de ton concurrent qui offre ce que le marché veut, même si ce n'est pas exactement ce dont ils ont besoin au fond. Et je t'assure que d'expérience, j'ai vu des entreprises partir de zéro et faire en 5 mois 100 000 euros par mois, en un an 200, 300 000 euros par mois, et d'autres entreprises, 5 ans après, eh bien, elles font toujours pas 10 000 euros par mois.
Et la seule différence, c'est pas dans les compétences de l'entrepreneur, c'est pas dans les systèmes marketing utilisés, c'est pas dans les capacités à vendre et à convaincre, c'est pas dans la communication. La seule différence, c'est dans le fait d'avoir trouvé le product market fit et dans le fait d'avoir trouvé le bon message par rapport à une cible très précise et d'utiliser les mots précis que cette cible veut, donc c'est-à-dire communiquer de manière efficace par rapport à son avatar. Et quand on parle de product market fit, évidemment, c'est par rapport à un marché donné, à un avatar donné. Et l'avatar évolue, l'avatar change avec le temps, ses perceptions, ses convictions, ses besoins évoluent. Également, le niveau de conscience de tes prospects par rapport à ta solution évolue. Donc il faut toujours rester alerte de l'évolution de ton marché. Et c'est pour ça que le product market fit, tu peux l'avoir à un moment donné, à un moment T, par rapport à un contexte donné, et le lendemain, ne plus l'avoir parce que tu n'as pas été à l'écoute des évolutions de ton marché. Tu peux être un très bon entrepreneur, mais si tu es sur le mauvais marché, au mauvais moment, avec le mauvais message ou la mauvaise solution, eh bien, forcément, tu ne vas pas y arriver. Alors que tu peux être un très mauvais entrepreneur avec le bon product market fit, le bon timing, et tu exploses. C'est pour ça qu'il y a un facteur chance. Et ce facteur chance, il ne faut pas l'oublier. Il y a un facteur chance parce qu'il y a des gens qui n'y comprennent rien et qui réussissent. Maintenant, il y a aussi des gens qui comprennent le timing, qui comprennent leur marché et qui vont se placer à chaque fois sur les vagues montantes afin de pouvoir les surfer, de pouvoir rafler la mise à chaque fois. Et ces entrepreneurs sont assez rares, mais ce sont des excellents entrepreneurs qui ont cette capacité d'analyse de leur marché et cette capacité d'empathie pour comprendre ce que veulent les gens et de créer la solution adaptée par rapport à ce que veulent les gens. D'expérience, trouver le product market fit, c'est la chose la plus difficile qu'une entreprise doit faire. C'est vraiment le point névralgique où la plupart des entreprises se trouvent, la plupart des entreprises investissent beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts dans des choses qui ne résonnent pas avec le marché, perdent énormément de temps, ne vont pas assez vite dans leurs tests. La plupart des gens, et j'en fais partie, ont envie de vendre quelque chose, de proposer quelque chose parce que ça leur paraît extraordinaire et parce qu'elles veulent aussi avoir raison. Non, mais elles ont besoin de... Ce marché a besoin de ça. Donc c'est ça qu'ils doivent vouloir. Non, c'est pas ça qu'ils veulent, c'est les gens du marché qui dictent le marché. C'est pas toi en tant qu'entrepreneur. Sauf si tu as une grosse force de frappe et encore. Et encore, on a vu plein d'entreprises comme Facebook avec le métavers qui a sorti le métavers, ça a fait un gros flop. Il n'y avait pas de product market fit à ce moment-là. Le marché n'était pas prêt à recevoir ça. Comme les Google Glass à l'époque. En 2011, Google a sorti les Google Glass, tu sais, les lunettes. Et le marché n'était pas prêt, ça a fait un flop. Et je crois qu'ils les ont ressortis ou ils vont les ressortir en 2023, peut-être en 2024. Et on verra, mais le marché sera beaucoup plus réceptif à ce genre de lunettes. Et on a vu les lunettes d'Apple, le nouveau casque d'Apple. Le marché a bien reçu le produit parce qu'à ce moment-là, eh bien, le marché était prêt. Apple sont très, très forts pour lancer un produit quand le marché est prêt. Et c'est pour ça que l'échec fait partie intégrante de la vie d'un entrepreneur parce qu'il faut tester pour se rendre compte et pour avoir un feedback de son marché et savoir si eh bien, le marché est prêt à recevoir cette solution. Les tests, ce ne sont pas des échecs, ce sont simplement des apprentissages et du feedback du marché afin de s'adapter ensuite. Finalement, quand tu es entrepreneur, l'idée, c'est de faire plein d'erreurs, jamais des erreurs mortelles qui vont t'amener à faire faillite, mais c'est de faire plein d'erreurs et d'avoir une réussite tellement extraordinaire qu'on oublie toutes tes erreurs passées et qu'elles passent à la trappe. Et tu pourras même en parler comme tous les entrepreneurs font. J'ai beaucoup échoué pour en arriver là, j'ai galéré, c'était dur. Et là, tu vas te créer un beau storytelling d'entrepreneur successful parce qu'au final, tu auras juste plus testé que les autres. Le troisième point, c'est d'avoir une source d'acquisition de clients que tu contrôles. Et alors, je sais, tu vas me dire, mais une source de visibilité, une source d'acquisition,
C'est totalement basique comme conseil. Je le savais. Merci Xerius pour ce que tu m'as appris. Être visible, c'est le conseil bateau numéro 1 qu'on donne sur Internet quand on regarde des vidéos. Pourquoi tu répètes la même chose? Je vais t'expliquer d'une manière très différente et je vais apporter un élément distinctif et surtout un élément qui va te permettre d'appliquer ce conseil d'une manière efficace et pas juste ok, fais du contenu sur les réseaux sociaux, joue avec l'algorithme, mets-toi sur TikTok, mets-toi sur Instagram, mets-toi sur YouTube, mets-toi sur LinkedIn. Ok, donc j'arrête de m'exciter. Mais ce que je veux te dire, c'est que poster sur les réseaux sociaux, c'est pas une stratégie. Poster sur les réseaux sociaux, c'est juste poster sur les réseaux sociaux. Et ce que j'aime pas dans le fait de poster sur les réseaux sociaux, c'est que quand tu fais de l'organique, ton business repose sur le bon vouloir de l'algorithme à diffuser tes vidéos, tes contenus. Et pour moi, c'est quand même une stratégie très risquée parce que tu ne contrôles pas le nombre de clients que tu vas avoir, tu ne contrôles pas ton chiffre d'affaires et donc tu ne contrôles pas ta croissance. Donc tu dois être visible, oui, de manière stratégique et surtout, tu ne dois pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Ton business ne doit pas reposer à 100% sur l'organique. En fait, je vais même dire un truc encore plus extrême que ça. Ce que je vais dire va aller à l'encontre de tout ce qu'on voit partout sur Internet. C'est que, pour moi, un business qui n'a pas de système d'acquisition prévisible, ce n'est pas un business, c'est un passe-temps. Et il y a plusieurs choses importantes dans cette phrase-là. Premièrement, il y a le mot système. Un système, c'est quelque chose que tu construis une fois et ensuite qui va travailler pour toi plusieurs fois. Donc, un système, c'est quelque chose, c'est un engrenage que tu construis comme un moteur de voiture. Une fois qu'il est construit, tu vas le maintenir. Bien sûr, tu vas l'alimenter, mais tu n'as plus besoin de marcher. Et donc, tu n'as plus besoin de faire le labeur de travail manuel pour avoir les résultats que tu veux. Donc, tu vas arrêter de marcher pour te rendre à un endroit, d'un endroit A à un endroit B. Maintenant, tu vas mettre de l'essence et la machine, le moteur, le système va t'amener grâce à des roues et grâce à un mécanisme qui est le moteur. Tu vas pouvoir te rendre à l'endroit B d'une manière plus fluide et plus simple. Le deuxième mot important, c'est le mot prévisible. Une entreprise qui n'a pas de système d'acquisition prévisible n'est pas une entreprise. Pourquoi ? Parce que tu ne contrôles rien. Et pour moi, c'est pas possible qu'une entreprise puisse juste se développer au hasard, en fonction du bon vouloir des algorithmes. Donc, tu dois avoir quelque chose qui est prévisible, que tu contrôles, c'est-à-dire que, ok, demain, je vais mettre en place cette action, je la contrôle. Et je sais que cette action, si je la fais, elle va me ramener tant de clients ou tant de chiffre d'affaires. Si je veux faire 10 fois plus de chiffre d'affaires, je suis en capacité d'effectuer 10 fois plus de cette action-là. Et je sais qu'il y a des entrepreneurs comme Grant Cardone, comme Alex Hormozy, qui ont popularisé, ou Gary Vee, qui ont popularisé le fait de faire 10 fois plus de choses. Mais faire 10 fois plus de choses que tu contrôles pas, pour moi, c'est totalement débile. Alors oui, ça maximise les chances qu'une de ces choses marche, mais ça ne te garantit pas non plus que tu vas décoller. Ça ne te garantit pas que ça va fonctionner. Tu maximises juste les chances, mais tu ne contrôles pas. Alors que lorsque tu as une source d'acquisition prévisible, tu n'as pas besoin de maximiser les chances de quoi que ce soit, juste tu contrôles. Et attention, je te dis pas de ne pas faire d'organique, je te dis ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Je te dis, n'écoute pas tous ceux qui te disent il faut absolument que tu fasses que de l'organique et que tu perces grâce à ça et que ton entreprise fasse tout son chiffre d'affaires grâce à l'organique parce que c'est gratuit. En plus, c'est pas gratuit, ça te coûte du temps, de l'argent et ça peut te coûter une équipe, un monteur, ça peut te coûter des caméramans, ça te coûte très cher. Si ton temps vaut cher, ça te coûte cher de faire de l'organique, de faire du montage, de publier ta vidéo, de faire tes miniatures, etc., etc. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te faire la liste des sources d'acquisition que tu peux avoir. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes sur lesquelles tu peux avoir du contrôle. Donc ce qui est très important, c'est que du coup, tu as une manière de te faire découvrir avec constance par de nouvelles personnes dans ton marché. Si tu as ces 3 éléments, c'est-à-dire le marché qui est en croissance, le product market fit et en plus un moyen de te faire découvrir par des nouvelles personnes, tu es imbattable. Tu es imbattable et en plus de ça, tu peux te développer sans développer toutes les compétences que je t'ai citées au début. Et maintenant, je vais te le démontrer. Pourquoi est-ce que quand tu es sur un marché en croissance, quand tu as le product market fit et quand tu as un moyen de te faire découvrir par des nouvelles personnes,
Pourquoi tu n'as pas besoin d'être bon en vente? Simplement parce que tu as un produit que les gens veulent. Tu n'as pas besoin d'être spécialement bon en vente. Ils le veulent, ils vont l'acheter. Tu n'as pas besoin d'être bon en marketing parce que tu as un produit que les gens veulent. Donc en soi, tu t'en fous du marketing, ils le veulent. Juste, tu leur décris ton produit. Voilà, c'est juste ça mon produit, ça fait ça pour vous. Ils le veulent, donc tu n'as pas besoin de le marketer comme un bois. Donc même si tu es nul en marketing, si tu as le product market fit, eh bien tu vas vendre. Tu n'as pas besoin d'être bon en communication, tu as juste à décrire ton produit de la manière la plus basique possible, comme si tu le décrivais à ta mère par exemple. Alors évidemment, cette vidéo, c'est une vidéo où j'essaye d'être pédagogue, où évidemment je simplifie tout. Et là, je te dis, tu as juste besoin de te faire découvrir par des nouvelles personnes et d'avoir un produit que les gens veulent sur un bon marché. Voilà, tu as 3 éléments importants. Et si tu as ça, ton entreprise va croître. Et c'est la vérité. Maintenant, évidemment qu'il peut y avoir des problèmes ailleurs, des goulots d'étranglement ailleurs. Si par exemple, si les gens veulent ton produit mais que ton produit est nul, eh bien forcément ils vont partir. Si tu es nul pour gérer les opérations de ton business et que c'est toi qui les gères, forcément à un moment donné, il y a quelque chose qui va casser. Si tu es nul en finance ou en gestion d'entreprise et que tu prends des mauvaises décisions financières, tu peux mettre ton entreprise en danger. Si tu es nul en recrutement également, eh bien, tu peux également mettre ton entreprise en danger. Pourquoi? Parce qu'un business, c'est ce que tu proposes dans un marché par rapport à un timing, mais c'est également les personnes qui composent ton entreprise. Ton entreprise, c'est les personnes qui la composent, leur état d'esprit, leur engagement, leurs compétences, leur envie, leur mission. Et forcément, si tu es nul en recrutement, tu vas recruter des personnes qui vont peut-être être des pommes pourries et contaminer les autres, et donc avoir un impact sur le développement de ton entreprise. Ok, donc j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu as appris des choses et que tu vas mettre en pratique les 3 points que j'ai évoqués avec toi dans cette vidéo. Abonne-toi si tu as aimé cette vidéo, c'est très important pour le référencement des autres vidéos qui arrivent et pour aussi que tu reçoives les notifications. Donc abonne-toi tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Et puis mets un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.